Bonjour chers étudiants, chères étudiantes, j'espère que vous allez bien. On procédera dans cet audio à l'étude des droits de société, et ce à travers deux volets. Dans le premier volet, on va voir le contrat de société, les éléments constitutifs de la société, on va voir les grandes règles de fonctionnement des sociétés, les associés, les dirigeants. Ensuite, en deuxième volet, on verra d'une manière générale les différentes formes de société. Les sociétés, qu'elles soient civiles ou commerciales, obéissent à des règles qui leur sont communes. Ces règles sont contenues dans les articles 982 et suivants des détails des obligations et contrats. La société anonyme est régie par la loi 1795 et la société en nom collectif, société en participation, société en commandite simple, la société à responsabilité limitée sont soumises à la loi 596. L'article 982 définit la société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Il en découle que pour qu'il y ait une société, il faut la réunion de trois éléments. En premier lieu, deux ou plusieurs personnes qui constituent les associés. En second lieu, la mise en commun de biens ou de travail sous forme d'apport fait par les associés à la société. Et en troisième lieu, la réalisation et le partage de bénéfices. Cependant, la doctrine et la jurisprudence ont ajouté un quatrième élément qui n'est pas formulé dans le texte et qui est l'affectio societatis, c'est-à-dire la volonté commune de contribuer sur un pied d'égalité au succès de l'entreprise. Ces quatre éléments sont particuliers à la société, ce qui la distingue d'autres contrats. Mais il faut garder présent à l'esprit que la société est un contrat et qu'à ce titre, il est soumise à des conditions de fond et de forme pour la validité de sa formation. Donc, pour les éléments constitutifs de la société, il faut l'existence des associés. Le contrat de société est un contrat synalagmatique qui doit nécessairement réunir deux parties au moins. Il s'ensuit qu'une société doit réunir au minimum deux associés à la fois lors de sa constitution et tout au long de la vie sociale. Cependant, à cette règle générale, la loi a apporté une exception. Ainsi, elle a permis de constituer une société à responsabilité limitée avec un associé unique. Ainsi, chaque associé doit faire un apport à la société. Cet apport peut revêtir trois formes. Un apport en numéraire, c'est-à-dire en argent. Un apport en nature, c'est-à-dire de biens autres que l'argent. Il peut s'agir de biens mobiliers ou immobiliers, de biens corporels ou incorporels. Et un apport en industrie, c'est-à-dire un apport de services tels que la force de travail, les connaissances techniques et l'expérience professionnelle. L'ensemble des apports en numéraire et en nature forment le capital social. Dans certaines sociétés, donc l'apport en industrie, il n'est pas permis. Le troisième élément constitutif de la société, c'est les bénéfices. Toute société doit avoir pour but la réalisation et le partage des bénéfices. C'est cette notion de bénéfice qui sert de critère à la distinction entre société et association. Les associations poursuivent un but non lucratif, c'est-à-dire qui ne procure pas de gains. Le quatrième élément constitutif de la société, c'est l'affection societatis. Il faut que les associés aient la volonté commune de collaborer activement à la réalisation de l'objet social. Autrement dit, les associés doivent être animés d'un esprit solidaire.
et sociétaire. Dans le cadre de cette collaboration, les associés sont placés sur un même pied d'égalité. Ce quatrième élément a pour conséquence de permettre à chaque associé d'avoir un droit de regard sur la marche de la société. Il peut à tout moment en contrôler la gestion. Pour qu'il y ait contrat de société, il faut la réunion de conditions de fond, conditions de forme et de conditions de publicité. En ce qui concerne les conditions de fond, ces conditions sont celles de droit commun, à savoir qu'il faut le consentement, la capacité, l'objet et la cause. S'agissant de la capacité, les conditions de la capacité diffèrent selon la nature de la société et selon l'étendue de l'engagement pris par les associés à l'égard des tiers. À cet égard, on distingue deux catégories de sociétés. D'une part, les sociétés de personnes, dans lesquelles les associés doivent être des commerçants et doivent répondre indéfiniment et solidairement du passif social. Pour cette catégorie de sociétés, les associés doivent avoir la capacité commerciale. Il en résulte qu'un mineur ne peut pas être associé dans une société de personnes. D'autre part, les sociétés de capitaux, dans lesquelles les associés n'ont pas la qualité de commerçants et ne sont responsables des passifs sociaux qu'à concurrence de leur apport. Dans ces conditions, un mineur peut être actionnaire dans une société anonyme. Le deuxième élément de fond pour la constitution de contrat, le consentement. Le consentement des associés est essentiel à la formation du contrat de société. Ce dernier est nul dès lors que les associés n'ont pas valablement consenti à leur engagement. Juridiquement, le consentement des associés doit être sincère et intègre. Le consentement de chacun des associés doit donc exister et porter sur un acte qui revêt les éléments caractéristiques des contrats de société. Il faut aussi un objet pour la formation de contrat ou la validité de contrat de société. L'objet, c'est la prestation que chaque débiteur s'engage à fournir, appliquée au contrat de société. L'objet de l'obligation de chacune des parties est selon l'article 982 des Dahir des obligations et contrats. C'est la mise à disposition de la société des apports qu'il a promis en vue de partager les bénéfices ou les économies qui pourront résulter de l'activité sociale. L'objet doit être licite, c'est-à-dire que ne soit contraire ni à la loi, ni à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs. Le dernier élément, c'est la cause. La cause de la société est le pourquoi, qui a motivé les associés à créer une société. La cause ne doit pas être confondue avec l'objet. Par exemple, si l'activité de pharmacie est parfaitement licite, son exploitation est cependant réservée aux titulaires des diplômes de pharmacien. Par exemple, l'exploitation par une société de l'activité de pharmacie est parfaitement licite, objet licite, sauf dans la mesure où la mise en société imaginée pour contourner la loi en permettant à un associé non pharmacien d'exercer cette activité. Et s'il y aura une cause illicite. Pour ce qui concerne les conditions de forme, les sociétés civiles peuvent être constituées sans qu'il soit nécessaire d'établir un acte écrit. En revanche, la constitution d'une société commerciale doit être constatée par la rédaction d'un acte écrit qui prend le nom de statut. Ces statuts mentionnent notamment la forme de la société, sa dénomination, son objet, son siège social, sa durée qui ne doit pas dépasser 99 ans, le montant des capitals, la répartition de ce capital entre les associés,
ainsi que les règles de fonctionnement de la société. La rédaction des statuts peut se faire soit par un acte notarié, soit par un acte sous seing privé. Et pour ce qui est des conditions de publicité, ces conditions ne concernent que les sociétés commerciales à l'exclusion des sociétés civiles. La publicité consiste dans l'accomplissement de 3 formalités. Premièrement, le dépôt au greffe des tribunaux d'un exemplaire du statut. Ce dépôt permet à toute personne intéressée de prendre connaissance du statut ou de se faire délivrer une copie. Deuxième formalité, c'est la publication d'un extrait dans un journal d'annonce légale et au bulletin officiel. Toute modification apportée à un statut doit être soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publication. Et la dernière formalité, c'est l'immatriculation au registre de commerce. Toute société commerciale doit être immatriculée au registre de commerce pour pouvoir bénéficier de la personnalité morale. Donc, la personnalité morale, c'est une expression désignant une construction juridique à laquelle la loi confère des droits semblables à ceux des personnes physiques. Le nom, le domicile, nationalité, le droit d'acquérir, d'administrer et de céder un patrimoine. Donc maintenant, on arrive au deuxième volet de notre cours, à savoir les formes juridiques des sociétés. Les différents types de sociétés commerciales reconnues au Maroc sont soit des sociétés de personnes, soit des sociétés de capitaux. On va commencer par les sociétés de personnes, c'est-à-dire les associés se connaissent et se font confiance mutuellement. C'est un contrat intuitif personnel. Cela signifie qu'il est conclu en considération de l'une ou de l'autre des parties. En d'autres termes, la qualité de la personne joue un rôle déterminant dans la conclusion du contrat. Les sociétés de personnes comprennent 3 types de sociétés. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation. La société en nom collectif est une société dont les associés ont eu la qualité de commerçant et répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales. La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention société en nom collectif. Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés en nom, ou on prévoit la désignation par acte ultérieur. Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. La société prend fin par le décès de l'un des associés, sauf s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers ou toute autre personne désignée par les statuts. En ce qui concerne les sociétés en commandite simple, est constitué d'associés commandités et d'associés commanditaires. Il est désigné par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention société en commandite simple. Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement de dettes sociales. Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.
L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis-à-vis des tierces, même en vertu d'une procuration. Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commanditaires et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. La société continue malgré le décès d'un commanditaire. Et pour ce qui est de la société en participation, la société en participation n'existe que dans les rapports entre associés et n'est pas destinée à être connue du tiers. Il n'a pas la personnalité morale, il ne se met ni à l'immatriculation, ni à aucune formalité de publicité, et son existence peut être prouvée par tous les moyens. Les associés conviennent librement de l'objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société. À l'égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel et les seuls engagés même dans le cas où il relève le nom des autres associés sans leur accord. Cependant, si les participants agissent en qualité d'associés, ils sont tenus à l'égard des tiers comme des associés en nom collectif. Maintenant, on passe pour l'étude des sociétés de capitaux. La société de capitaux est une société constituée sur la base des capitaux apportés par les associés. La considération de la personne n'y joue généralement aucun rôle. Les titres de propriété ici sont plus facilement transmissibles. Les sociétés de capitaux sont la société anonyme et la société à responsabilité limitée et la société en commandite par action. En ce qui concerne la société anonyme, c'est une société commerciale dans laquelle les associés, dénommés actionnaires en raison d'un droit représenté par un titre négociable ou action, ne supportent les dettes sociales qu'à concurrence de leur apport. Le nombre d'actionnaires ne peut être inférieur à 5. Le capital minimum est de 3 millions de dirhams pour la société anonyme faisant appel public à l'épargne et 300 000 dans le cas contraire. Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription de moins un quart de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission. Les actionnaires ne sont responsables qu'à concurrence de leur apport. Pour la société à responsabilité limitée, la SAR est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. L'acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l'immatriculation au registre de commerce. Une seule personne dite associée unique peut constituer la SAR, c'est-à-dire la société à responsabilité limitée. Le nombre maximum d'associés ne peut pas dépasser 50 personnes. Le montant du capital social est librement fixé par les associés. Si le capital dépasse 100 000 dirhams, les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées 2 mois le quart de leur montant. Les associés ne sont responsables qu'à concurrence de leur apport. Enfin, on va étudier la société en commandite par action. La société en commandite par action dont le capital est divisé en actions et constituée entre un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. La société en commandite par action est désignée par une dénomination ou le nom d'un ou de plusieurs associés commandités.
peut être incorporé doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention société en commandite par action. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à 3. Plus haut, les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes. Au cours de l'existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l'accord de tous les associés commandités. L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance composé de 3 actionnaires au moins. Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance et les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil. L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. La transformation de la société en commandite par action en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l'accord des 2/3 des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum. On est arrivé au terme de notre cours. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.